Demain, vous pourriez vous réveiller dans un monde où votre père peut vous tuer par plaisir, où un murmure dans la chambre peut vous coûter votre vie sociale, et où les enfants sont entraînés dès leur premier souffle à servir les caprices les plus sombres du pouvoir. Cela n'est pas de la fiction dystopique, c'était Rome. Non pas la Rome que l'on enseigne dans les musées, avec son marbre blanc et ses discours philosophiques, mais la Rome qui a transformé chaque chambre en champ de bataille, chaque caresse en jugement, chaque plaisir en sentence. Pendant plus de 500 ans, l'Empire romain n'a pas seulement gouverné avec des légions et des sénateurs. Il a gouverné par la peur intime. La vie privée n'était pas privée, c'était politique, c'était religion, c'était hiérarchie. Et toute déviation, tout plaisir déplacé, pouvait détruire des familles, des réputations ou entraîner l'exécution. Les preuves sont là, enfouies à Pompéi, gravées dans la pierre, conservées dans des lettres, des lois, des statuts. Mais peu osent les regarder en face, car ce qu'elles révèlent n'est pas une civilisation glorieuse, mais une machine de contrôle sexuel aussi précise que ses aqueducs, aussi cruelle que ses cirques. Dans ce voyage, nous allons traverser 8 couches de l'enfer intime romain. Non pas avec du voyeurisme, mais avec la vérité. Non pas pour vous scandaliser, mais pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'une société légifère le corps humain jusqu'au dernier soupir. Nous découvrirons comment la domination n'était pas seulement une pratique sexuelle, mais un système légal. Comment les femmes pouvaient mourir pour avoir souri au mauvais moment. Comment les prêtresses les plus sacrées étaient enterrées vivantes pour un baiser. Comment les empereurs collectionnèrent les enfants comme des meubles. Comment les Romains organisaient des olympiades de résistance sexuelle où le prix était la liberté ou la mort. Et le plus perturbant, comment tout cela fut accepté, admiré, institutionnalisé. Nous ne parlons pas de cas isolés, nous parlons de lois signées par des empereurs, de rituels vus par des milliers, de symboles phalliques placés à chaque coin de rue comme des signes sacrés. Nous parlons d'une culture qui a transformé l'intime en spectacle, le privé en criminel, l'humain en outil. Ce n'est pas un documentaire pour divertir, c'est un avertissement déguisé en histoire. Car même si 2000 ans se sont écoulés, les impulsions romaines ne sont pas mortes. Elles se sont seulement cachées derrière de nouveaux noms, de nouvelles institutions, de nouvelles normes. Chaque fois qu'une femme est blâmée pour avoir pris du plaisir, chaque fois que le pouvoir impose un contrôle sur ce qui se passe dans une chambre, Rome ressuscite. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre ne vous a pas été enseigné à l'école. Et une fois que vous le saurez, vous ne pourrez plus cesser de le voir dans les ombres de notre présent. Imaginez vivre dans une civilisation où une simple accusation concernant votre comportement intime pouvait effacer votre carrière, votre citoyenneté et même votre vie. À Rome, ce n'était pas une crainte irrationnelle, c'était la loi. Rome a construit une hiérarchie sexuelle si stricte que chaque homme savait exactement qui il pouvait dominer et de qui il devait se méfier. Il ne s'agissait pas de plaisir, mais de pouvoir, de maintenir un statut social qui dépendait directement du rôle que vous jouiez au lit. Au sommet de la pyramide se trouvait l'empereur. Il pouvait dominer tout le monde sans jamais perdre sa dignité. Ensuite vinrent les sénateurs, qui pouvaient dominer tout citoyen de rang inférieur, sauf entre eux. Les citoyens pouvaient exercer leur domination sur les affranchis, les esclaves et les étrangers. Les esclaves ne pouvaient dominer personne. S'ils le faisaient un jour, même dans un contexte intime, cela était considéré comme un crime de rébellion. Ce n'était pas une question de morale, c'était une question de contrôle. Être passif, être dominé, c'était être vaincu. Et la défaite à Rome n'avait sa place ni en politique, ni dans la chambre à coucher. Jules César, par exemple, a passé toute sa vie à lutter contre une seule rumeur, que, dans sa jeunesse, lors d'une mission diplomatique, il aurait adopté une position soumise avec le roi de Bithynie. Bien que jamais prouvée, la rumeur l'a poursuivi pendant des décennies. Ses ennemis au Sénat l'appelaient la reine de Bithynie. Lors de ses défilés triomphaux, les soldats chantaient des chansons sarcastiques, réduisant ses conquêtes militaires à des commérages sexuels. Les poètes écrivaient des vers moqueurs, répétés lors des fêtes comme s'ils faisaient partie de la tradition.
tout cela pour quelque chose qui, si c'était vrai, se serait produit 40 ans plus tôt. Mais ce n'était pas un cas isolé. La Lex Cantinia, promulguée en 149 AVSJC, criminalisait les comportements intimes considérés comme passifs de la part des hommes libres. Peu importait que ce soit consensuel, privé ou au sein du mariage. Si un homme était perçu comme soumis, il pouvait faire face à des amendes exorbitantes, à l'exil ou même à l'exécution. Dans les registres historiques, on trouve des sénateurs destitués non pas pour corruption, mais pour avoir été vus dans des positions inappropriées avec leurs propres épouses. Un cas particulier raconte comment le nom d'un sénateur fut littéralement effacé des documents officiels après que plusieurs esclaves eurent témoigné l'avoir vu dans un rôle soumis avec sa femme. Cet acte, dans le cadre le plus privé du mariage, fut considéré comme plus honteux qu'un crime violent. Le terme légal était « impurum », impur. Une fois cette étiquette apposée sur vous, vous étiez intouchable. Les gens refusaient de manger avec vous, de vous parler, de vous laisser embrasser leurs enfants. Vous étiez socialement mort. Pour éviter cette mort civile, les hommes romains développèrent des codes de comportement stricts. Marcher d'un pas ferme, parler d'un ton grave, éviter les gestes doux, contrôler sa posture en s'asseyant. Même la façon de bouger les mains pouvait éveiller les soupçons. C'était une surveillance constante du corps, un contrôle paranoïaque sur chaque mouvement, chaque mot, chaque regard. Les lettres que les pères écrivaient à leurs fils sont pleines d'avertissements sur la manière de se comporter pour maintenir l'image de dominance masculine. Il ne s'agissait pas seulement d'orgueil, il s'agissait de survie politique et sociale. Montrer de la faiblesse, ou même en avoir l'air, pouvait tout détruire. Et pour le Romain, l'intimité était une extension de la guerre. Tout comme leurs légions conquérèrent des terres, leur corps devait conquérir d'autres corps. Être dominé équivalait à être conquis. C'était être femme, c'était être esclave, c'était n'être rien. Cette pensée imprégnait toute la société. Dans les affaires, les alliances politiques, les rituels religieux, la domination était synonyme de vertu, la soumission de déshonneur. Un cas documenté montre la sévérité des conséquences. Un citoyen aisé nommé Lucius fut surpris dans une position soumise avec l'un de ses propres esclaves. Il perdit automatiquement sa citoyenneté. Son patrimoine fut confisqué. Ses enfants furent déshérités. Sa femme fut forcée de divorcer de lui pour protéger son statut. Et finalement, il fut exilé pour toujours. Tout cela pour avoir brisé la hiérarchie, pour avoir cédé le pouvoir au mauvais endroit. Rome a même développé un vocabulaire légal pour classer les actes intimes selon leur niveau de domination ou de soumission. Ce n'étaient pas de simples insultes, c'étaient des termes juridiques qui figuraient dans les documents légaux qui déterminaient les droits et les châtiments. Un mot mal choisi pouvait changer votre destin. Les conséquences psychologiques étaient profondes. Les hommes vivaient pris au piège entre le désir et le devoir, entre l'humain et l'impérial. On s'attendait à ce qu'ils dominent toujours, qu'ils ne cèdent jamais, qu'ils ne montrent aucune vulnérabilité, même avec la personne la plus proche. L'intime devint une performance constante, une démonstration de pouvoir. Ce système de surveillance intime, plus efficace que n'importe quelle armée, maintenait la société sous contrôle. Ils n'avaient pas besoin d'espions quand chaque citoyen se surveillait lui-même par peur. La terreur ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. Et c'est le véritable héritage de Rome, une civilisation qui a légiféré l'intimité jusqu'à en faire un champ de bataille, où la masculinité n'était pas une identité, mais une armure, où le plaisir était suspect, où un soupir de travers pouvait être votre fin. Mais si vous croyez que ce système n'affectait que les hommes, vous vous trompez lourdement. Car pour les femmes, le châtiment n'était pas social, il était physique, c'était la mort. Imaginez vivre dans une société où montrer le moindre signe de plaisir pouvait vous mener à la tombe. Ou bouger légèrement, émettre un son, ou même fermer les yeux de manière incorrecte pouvait être interprété comme un crime. À Rome, pour les femmes, le plaisir n'était pas seulement suspect, c'était une menace. Et par conséquent, il devait être puni. Sous le régime moral instauré par l'empereur Auguste, le plaisir féminin fut transformé en un piège mortel. La Lex Julia de Adulteris Coercendis n'était pas seulement une loi contre l'infidélité. C'était un mécanisme de contrôle absolu sur le corps et la conduite intime des femmes.
Selon cette loi, un père qui découvrait sa fille participant à des relations intimes avant le mariage pouvait l'exécuter sans jugement, sur le champ. Il pouvait aussi exécuter l'homme impliqué. Et tout cela était légalement permis. Même être la fille de l'empereur ne garantissait pas de protection. Julia l'aînée, primogénita d'Auguste, fut exilée sur une île lointaine pour avoir montré de l'enthousiasme lors d'événements intimes pendant des fêtes. Elle ne fut pas condamnée pour adultère avéré, mais pour conduite inconvenante, pour avoir montré des émotions, pour avoir été perçue comme trop vivante. Elle fut séparée de sa famille, le vin lui fut interdit, l'inhumation dans la tombe impériale lui fut refusée. Son délit, ne pas avoir feint l'indifférence. La paradoxe était brutale. Tandis que les hommes romains célébraient le désir et la conquête, on exigeait des femmes froideur, passivité, silence. L'idéal féminin était une statue, immobile, inexpressive, sans volonté. Montrer du plaisir, c'était montrer de l'autonomie, et l'autonomie était dangereuse. Les conséquences étaient physiques et psychologiques. Les femmes développèrent des techniques pour survivre, respirer sans bruit, ne pas bouger les muscles du visage, penser aux tâches ménagères pendant qu'elles étaient touchées. Elles se mordèrent la langue pour ne pas gémir, tout cela pour ne pas avoir l'air de jouir. Des lettres entre mères et filles ont été conservées où des conseils explicites sont donnés sur la manière de se dissocier de son propre corps. Comment paraître présente sans l'être? Comment apprendre à être une ombre? Parce qu'être un corps vivant et réceptif pouvait vous coûter la vie. Et si une femme était accusée, il ne suffisait pas de nier. Elle pouvait être conduite devant des médecins romains qui avaient construit toute une mythologie médicale pour justifier le châtiment. Selon eux, le plaisir féminin causait l'hystérie, la folie, la possession démoniaque. L'utérus errant était leur diagnostic favori, une prétendue condition dans laquelle l'utérus se déplaçait dans le corps, provoquant des comportements incontrôlables. Les traitements étaient une forme de torture, bain de glace pour refroidir le désir, potions à base de plomb et de mercure, inhalation de fumée toxique pour purifier l'âme, tout cela déguisé en médecine. Un cas connu est celui de Sronia, une femme noble. Son mari rapporta qu'elle avait montré excessif enthousiasme lors de leur nuit de noces. Elle fut envoyée chez les médecins impériaux. Pendant 6 mois, elle fut soumise à des thérapies de torture, bains glacés, saignées, ingestion forcée d'herbes amères. Quand elle parvint finalement à rester complètement immobile et inexpressive pendant les actes, elle fut déclarée guérie. Les hommes, quant à eux, étaient libres de se vanter de leurs exploits. Ils pouvaient avoir des maîtresses, des esclaves, des prostituées, commander des statues glorifiant leur virilité. Mais si leur épouse souriait au lit, c'était un signe de trahison. Le double standard n'était pas un hasard. C'était le pilier de la hiérarchie patriarcale. Le plaisir féminin, par sa nature incontrôlable, était perçu comme une menace. On ne pouvait pas le conquérir comme un territoire. On ne pouvait pas le légiférer entièrement. Et c'est pourquoi il devait être réprimé jusqu'à disparaître. Les femmes, pour survivre, formèrent des réseaux secrets. Les plus âgés enseignaient aux plus jeunes comment simuler la mort émotionnelle, comment se dissocier, comment ne pas ressentir. Le trauma se transmettait comme un devoir. On ne leur enseignait pas seulement à cuisiner ou à broder, on leur enseignait à cesser d'exister pendant l'intimité. Rome a transformé le corps féminin en propriété de l'État. Le concept de consentement n'existait pas. Une femme appartenait d'abord à son père, puis à son mari. Et si elle sortait de cette structure, elle était considérée comme un vol. Le terme légal était stuprum, qui désignait tout acte violant la propriété masculine, même s'il était consenti par la femme. Un exemple documenté est celui de Claudia, une femme accusée d'adultère pour avoir souri et rougi en parlant à un ami au marché. Aucune relation physique ne fut jamais prouvée, mais les témoins dirent qu'elle semblait trop apprécier la conversation. Son mari divorça d'elle. Son père la déshérita. Elle perdit la garde de ses enfants. Et si cela ne suffisait pas, la religion renforçait la terreur. Les prêtres affirmaient que le plaisir féminin mettait les dieux en colère. Les mauvaises récoltes, les épidémies, les défaites militaires, tout pouvait être la faute d'une femme qui avait trop ressenti. Les vierges vestales étaient l'idéal. Des femmes qui ne sentaient pas, ne désiraient pas, ne jouissaient pas. Le corps féminin devait être pur, inerte, intangible. Car si elle désirait, alors elle avait du pouvoir.
Et le pouvoir féminin, dans une société construite sur la domination masculine, était le plus dangereux de tout. Imaginez être choisi à seulement 6 ans pour servir une déesse. Imaginez qu'on vous promette pouvoir, prestige, une vie protégée, mais avec une condition inébranlable, 30 ans de chasteté parfaite. Une seule erreur, un seul moment de faiblesse humaine, et la punition ne serait pas la honte ni l'exil. Ce serait d'être enterrée vivante. Tel était le destin des vierges vestales, les gardiennes du feu sacré de Rome, les femmes les plus sacrées, et à la fois les plus surveillées. À l'extérieur, elles avaient des privilèges impensables pour toute autre femme. Elles pouvaient posséder des terres, témoigner lors de procès et se promener seules dans la ville. Mais à l'intérieur, elles vivaient une vie de peur constante, où le moindre indice de désir pouvait les mener à une tombe souterraine sans retour. Le rituel d'exécution était aussi brutal que symbolique. On ne pouvait pas faire couler le sang d'une vestale condamnée, car son corps était considéré comme sacré. Alors Rome créa une fiction légale. On ne l'exécutait pas, on la livrait à la déesse. On l'enfermait vivante dans une chambre sous terre, avec un lit, une lampe, un peu de pain et d'eau. Juste assez pour dire qu'on ne la tuait pas, on la laissait juste mourir. Le processus était public et cérémoniel. La vestale était vêtue comme une mariée, attachée avec des lanières et transportée en silence à travers toute la ville. Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait pleurer. Si quelqu'un détournait le regard, il pouvait être puni. Arrivée au lieu de l'enterrement, elle devait descendre seule dans le trou. Puis l'entrée était scellée avec de la terre, et le sol était nivelé comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, la ville continuait sa routine. Sous ses pieds, une femme mourait lentement, griffant les murs jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de voix. Cornelia fut l'une de ses victimes. Elle servit fidèlement pendant plus de 2 décennies. Il n'y avait aucune preuve contre elle, seulement des rumeurs. L'empereur Domitien avait besoin de calmer la population après une série de défaites militaires. Et il décida de blâmer les dieux, ou plutôt, une prétendue impureté vestale. Cornelia protesta pendant qu'on l'emmenait au champ maudit. Elle cria qu'elle avait protégé Rome par sa pureté, qu'elle ne méritait pas de mourir. Mais ces mots furent avalés par le silence rituel. Elle fut enterrée vivante pour calmer les nerfs d'un empire paranoïaque. Tout homme surpris avec une vestale faisait face à un destin égal ou pire. Il était publiquement dénudé, attaché au forum romain et battu à coups de verge jusqu'à la mort. Il ne suffisait pas de le tuer. Il devait être complètement défiguré pendant que le peuple observait. Marc-Antoine, un jeune noble, fut exécuté ainsi pour avoir échangé des lettres avec la vestale Marcia. Elle fut enterrée. Il fut battu jusqu'à ce que ses os apparaissent à travers la chair. Et encore plus perturbant était le processus de sélection. Les vestales étaient choisies parmi des jeunes filles nobles de 6 à 10 ans par tirage au sort. Elles étaient séparées de leur famille et élevées dans des temples où on leur enseignait que leur pureté protégeait toute Rome. Chaque guerre perdue, chaque peste, chaque tremblement de terre pouvait être de leur faute si elles avaient eu une pensée impure. Elles vivaient sous une pression psychologique insupportable. Les examens de virginité étaient de fréquents et humiliants. Des prêtres masculins affirmaient pouvoir détecter des impuretés par la couleur des yeux, la pâleur de la peau ou même la façon de marcher. Tout changement physique pouvait être une preuve. Aviez-vous grossi? On vous soupçonnait de grossesse. Aviez-vous maigri? On disait que vous soupiriez pour un amant. Étiez-vous rougi? Culpabilité secrète? Pâle? Conscience coupable? Il n'y avait pas d'échappatoire. La surveillance était constante. Les vestales ne pouvaient parler aux hommes sans témoin. Elles ne pouvaient pas sourire, pas même à leurs frères. Chaque geste était analysé. Dans une lettre fragmentée, une vestale écrivit « Je rêve que la terre m'engloutit, je me réveille haletante, cherchant un air qui n'existe pas. » Une autre disait qu'elle vérifiait son reflet chaque nuit, cherchant des signes de culpabilité que les prêtres pourraient ne voir. Les taux d'automutilation étaient si élevés qu'ils étaient tenus secrets pour protéger le prestige du temple. Et même si elles survivaient à leurs 30 ans de service, elles ne s'intégraient plus dans la société. Elles sortaient trop âgées pour se marier, trop étranges pour avoir une vie normale. Beaucoup vivaient isolés, brisés de l'intérieur. Tout le système reposait sur une logique circulaire. Si une vestale rompait son vœu, le feu sacré s'éteignait.
et si le feu s'éteignait, Rome tombait. Par conséquent, maintenir le feu allumé justifiait toute surveillance, tout châtiment, tout enterrement. On pensait que la virginité avait un pouvoir magique, les larmes vierges, le sang vierge, même le souffle vierge était considéré comme protecteur contre le mal. Les vestales étaient vues comme des talismans humains. Elles ne valaient pas pour ce qu'elles faisaient, mais pour ce qu'elles ne faisaient pas, ne sentaient pas, n'expérimentaient pas. Pendant plus de 1000 ans, Rome a maintenu cette institution. Plus d'un millénaire de jeunes filles élevées pour vivre sans toucher, sans sentir, sans être. Des milliers d'entre elles sont mortes pour le simple fait d'avoir désiré, ou d'avoir été accusées de désirer. Et le plus terrifiant, c'est qu'elles ne sont pas mortes pour avoir transgressé la loi. Elles sont mortes pour avoir été humaines. Imaginez si l'homme le plus puissant du monde pouvait légalement prendre votre enfant, l'emmener à son palais et l'entraîner comme serviteur personnel dès les premiers mois de sa vie. Non pas pour son éducation, ni pour les honneurs, mais pour satisfaire des caprices impériaux déguisés en protocole. À Rome, c'était la réalité. Les empereurs ne régnaient pas seulement sur les peuples et les armées. Ils régnaient aussi sur les corps les plus fragiles, les modelant dès l'enfance pour servir leurs désirs les plus tordus. Commençons par Tibère, successeur d'Auguste. Après s'être retiré sur l'île de Capri, il transforma le lieu en forteresse de l'horreur intime. L'historien Suétone documenta ce que beaucoup d'autres turent. Tibère créa un système d'entraînement où bébés et enfants étaient instruits à nager entre ses jambes dans les piscines, effectuant des tâches sous l'eau. Il les appelait ses petits poissons. Certains étaient si petits qu'ils ne savaient même pas parler lorsque leur entraînement commençait. S'ils pleuraient ou résistaient, ils étaient noyés, littéralement. Mais le plus effrayant était l'organisation de ce système. Ce n'étaient pas des épisodes sporadiques. Tibère avait établi tout un réseau de procurateurs dans les provinces de l'Empire, chargés exclusivement d'identifier et de kidnapper des enfants à l'étape qu'il considérait idéale, lorsque le corps commençait à peine à se développer. Si les familles résistaient, elles étaient punies par crucifixion. Les enfants chanceux mouraient rapidement. Les autres étaient utilisés, consommés et jetés comme des objets brisés. Il y avait des médecins assignés pour les maintenir en vie, mais dociles. On leur administrait des drogues, on contrôlait leur régime alimentaire, on les privait de sommeil ou de langage, tout cela pour modeler leur obéissance. Les comptables de l'Empire enregistraient ces dépenses sous la catégorie « fourniture théâtrale ». L'abus était à ce point institutionnalisé. Vint ensuite Caligula, qui ne se contenta pas de répéter la perversion de son oncle. Il alla plus loin. Il s'engagea publiquement avec ses 3 sœurs, célébrant des actes lors de dîners d'État, tandis que les sénateurs étaient obligés de regarder et d'applaudir. Lorsque sa sœur préférée, Drusilla, mourut, Caligula la déclara déesse et ordonna son adoration. Ceux qui osèrent contester sa divinité furent accusés d'impiété et exécutés pour athéisme. Dans sa logique impériale, être empereur, c'était être un dieu vivant. Et les dieux, selon lui, étaient au-dessus de toutes les normes humaines. Même la famille était un territoire de conquête. La folie continua avec Néron. Il castra un enfant nommé Sporus parce qu'il lui rappelait sa défunte épouse. Ensuite, il le força à l'épouser lors d'une cérémonie publique vêtue d'un voile de mariée, accompagné par des applaudissements forcés de toute la cour. Sporus, un enfant mutilé, fut contraint de jouer le rôle d'impératrice devant une audience terrifiée. Et ce n'était pas une exception. Néron organisait des spectacles théâtraux où lui-même, déguisé en animal, sortait de cages pour attaquer des victimes attachées. Il les appelait ses jeux de bêtes. La foule devait applaudir. Ne pas le faire était une trahison. Dans son palais, il conçut des chambres avec des plafonds tournants, des fontaines cachées qui aspergèrent de parfums et de fleurs, et des passages secrets qui lui permettaient d'observer ses invités sans qu'ils le sachent. Le pouvoir absolu alimentait une spirale infinie de dégradation. Le plus perturbant, c'est que ce système survivait aux empereurs. Quand l'un mourait, le suivant héritait non seulement du trône, mais de toute la structure, entraîneur, chambre, registre des victimes, liste de procurateurs. C'était une machinerie d'abus étatiques aussi organisée que la collecte des impôts. Même Marc Aurèle, l'empereur philosophe, tenta de démanteler une partie du système. Il ferma quelques installations, libéra certaines victimes, punit quelques responsables. Mais son fils Commode restaura tout et l'amplifia.
La machinerie était plus forte que toute volonté individuelle. Les sénateurs rivalisaient pour offrir leurs propres enfants comme cadeaux impériaux. Les mères entraînaient leurs filles aux techniques visant à plaire au goût de l'empereur. Des pères castraient à leurs fils espérant qu'ils seraient choisis comme serviteurs spéciaux. Ce qui commença comme une corruption impériale devint une stratégie d'ascension sociale. Les profils psychologiques de ces empereurs suivaient des schémas inquiétants. Au début, ils cherchaient des plaisirs conventionnels, mais l'accès illimité à tout engendrait l'ennui. Ils avaient trouvé besoin d'expériences de plus en plus extrêmes pour ressentir quelque chose. Ce n'était pas seulement de la perversion, c'était une destruction progressive de l'empathie. Le pouvoir absolu ne corrompait pas seulement, il déshumanisait. Et au centre de tout cela, les enfants. Des êtres humains réduits à des outils, sans nom, sans protection, sans voix, victimes d'un système qui a transformé l'innocence en divertissement, l'affection en propriété et l'enfance en un produit impérial. Ce ne fut pas un accident, ce fut une politique d'État. Et son écho résonne encore lorsque le pouvoir moderne s'exerce sans limite, lorsque l'enfance est perçue comme une ressource, lorsque l'obéissance est imposée dès le berceau. Croyez-vous que nous vivons dans une société obsédée par la performance? Imaginez si les actes intimes étaient retransmis comme les Jeux olympiques. Si les citoyens se rassemblaient pour parier qui tiendrait le plus longtemps, qui satisferait le plus de personnes, qui établirait un nouveau record. Dans la Rome impériale, cette folie était une réalité quotidienne. L'intimité se transformait en un sport, un spectacle public avec des juges, des règles, des scores et des trophées. Et les corps humains étaient le champ de bataille. L'histoire la plus célèbre et terrifiante est celle de Messaline, épouse de l'empereur Claude. Selon l'historien Pline l'Ancien, Messaline défia la courtisane la plus célèbre de Rome, une femme nommée Sylla, à une compétition d'endurance. Les règles étaient simples. Celle qui servirait le plus d'hommes en une seule nuit gagnait. Sylla, professionnelle entraînée, réussit 23 rencontres avant de se déclarer épuisée. Mais Messaline ne s'arrêta pas. Elle atteignit 25 et en demandait encore plus. Elle ne fut retirée que par la force. Son désir n'était pas le plaisir, c'était la domination publique à travers le corps. Le plus perturbant, c'est que ces compétitions n'étaient pas clandestines. Elles se déroulaient dans des lieux connus, avec des médecins préparés, des esclaves prêts à assister et des foules pariant du crépuscule à l'aube. Certains participants étaient des professionnels, d'autres des gladiateurs récompensés par la liberté s'ils gagnaient. Mais de nombreuses femmes étaient des esclaves ou des affranchis, forcés de concourir pour acheter leur liberté ou nourrir leurs enfants. Les conséquences pour les perdantes étaient terribles. Infections, blessures permanentes, voire la mort. Ces compétitions n'étaient pas improvisées. Il existait des écoles d'entraînement, des techniques standardisées, des spécialistes qui enseignaient comment respirer, comment supporter la douleur, comment se dissocier émotionnellement. La technique, la créativité, la résistance étaient à récompenser. Il y avait même un vote du public pour choisir le favori. La performance était totale. Certains événements s'inspiraient de la mythologie. Les participants imitaient des scènes de dieux et de héros dans des positions théâtrales. D'autres recréaient des exploits historiques. Il y avait des championnats exotiques où l'on imitait des techniques venues de territoires conquis. Chaque événement nécessitait un entraînement spécifique, un régime spécial, voire des drogues pour prolonger la performance. Certaines étaient si dangereuses qu'elles causaient des lésions rénales ou des arrêts cardiaques. La relation entre gladiateurs et intimité était particulièrement symbolique. Les mêmes hommes qui combattaient jusqu'à la mort dans l'arène étaient offerts comme prix à de riches matrones ou de puissantes affranchies. Certains gagnaient la liberté non pas avec l'épée, mais avec leur corps. La virilité était un spectacle, la passion, une compétition. L'impact psychologique était dévastateur. De nombreux participants développaient des troubles dissociatifs. Ils ne pouvaient se sentir vivants que dans le contexte du spectacle. Une fois retirés, ils ne parvenaient pas à s'adapter à des relations intimes normales. Certains tombaient dans l'automutilation, d'autres dans l'addiction à l'approbation publique. Le rugissement du public devenait addictif. Le silence de la vie quotidienne, insupportable. Les enfants n'étaient pas en reste. Les parents emmenèrent leurs enfants comme s'ils allaient au cirque.
Les enfants apprenaient tôt que la valeur personnelle résidait dans la performance, que le corps n'était pas un espace privé, mais un instrument de conquête et de reconnaissance. Ils jouaient à imiter des compétitions dans les cours, répétant ce qu'ils voyaient dans les forums et les bains publics. L'intimité devint un spectacle dès l'enfance, et l'économie autour de ces compétitions était immense. Il y avait des entraîneurs, des promoteurs, des médecins, des maisons de paris, des fabricants de toniques, des artisans qui produisaient des trophées phalliques. Des poètes composaient des odes aux champions. Les meilleurs athlètes devenaient des célébrités. Certains étaient même représentés sur des mosaïques et des fresques, immortalisés non pas par leur esprit, ni par leur guerre, mais par leur corps. La logique de ces compétitions était simple. Si la conquête est l'essence du pouvoir romain, pourquoi ne pas transformer l'intimité en une autre forme de domination? Peu importait la connexion, peu importait l'émotion, seule la victoire. Et ainsi, la ville se remplit de records, de monuments, d'inscriptions gravées qui enregistraient le nombre de rencontres réussies par chaque champion, comme si c'étaient des généraux célébrant des victoires militaires. Aujourd'hui, nous nous plaignons des applications de rencontres. Eux célébraient des marathons sexuels avec un public d'enfants. Nous mesurons le succès en followers, eux en litres de sueur et en nombre de participants satisfaits. Et pendant que nous applaudissons nos sportifs, ils vénéraient leurs champions intimes avec la même dévotion. Mais leur héritage fut plus qu'un divertissement. Ce fut une redéfinition totale du corps humain, non plus comme un espace sacré, mais comme un instrument public de performance. Imaginez que l'éducation sexuelle ne consiste pas en des livres, ni en des conversations privées, mais en des démonstrations en direct avec des corps humains. Imaginez que, à la veille de votre mariage, vos parents engagent une équipe de professionnels pour vous montrer, en temps réel, tout ce qui était attendu de vous cette nuit-là. Pas avec des poupées, pas avec des dessins, avec de vraies personnes jouant chaque position, chaque geste, chaque technique. Dans la Rome antique, cette scène était aussi courante qu'une leçon de cuisine. Les Romains les appelaient les spintriae. C'étaient des professionnels de la performance intime, entraînés dès l'enfance à transformer leur corps en un outil didactique. Ce n'étaient pas des courtisans, ni des esclaves du plaisir. C'étaient des spécialistes académiques, choisis pour leur flexibilité, leur tolérance à la douleur, leur résistance physique. Des enfants avec des articulations hyper extensibles, des muscles souples, des proportions parfaites pour adopter des postures extrêmes. Ils s'entraînaient avant la puberté dans des académies spécifiques, avec des horaires rigoureux et des niveaux progressifs. Les moins fortunés mouraient pendant l'entraînement. Fractures, hémorragies internes, infections dues à des blessures répétées. Tout était acceptable si l'objectif était de créer un manuel humain parfait. Une unité de base était composée de 3 spintrias, 2 interprètes et un narrateur. Ce dernier expliquait chaque mouvement, chaque rythme, chaque technique respiratoire. Ils arrivaient dans les maisons nobles avec leurs trousses d'instruments, comme tout autre tuteur engagé par la famille. La scène la plus courante était la préparation de la mariée. Une jeune fille noble sur le point de se marier assistait à une classe privée où les spintrias démontraient tout ce que son futur mari pouvait exiger. Les mariés étaient entraînés à observer sans réagir, à prendre des notes mentales et surtout à ne pas montrer de dégoût. Car le lendemain, elles devaient reproduire ce qu'elles avaient appris. Beaucoup tombèrent malades, certaines s'évanouissaient, d'autres, simplement, apprenaient à se déconnecter émotionnellement dès le premier jour. Mais ce n'était que le début. Les maisons riches engageaient des spintriae pour entraîner leurs esclaves domestiques. En rang, comme dans un séminaire d'entreprise, les serviteurs observaient des démonstrations pour apprendre à plaire aux invités. Ceux qui n'apprenaient pas étaient punis ou vendus. Chaque geste, chaque posture, chaque son faisait partie d'un scénario qui devait être exécuté à la perfection. Dans le cadre des compétitions intimes, le rôle des spintriae était encore plus extrême. Ils étaient engagés comme entraîneurs personnels. Ils enseignaient des techniques de résistance, des postures de récupération, comment maintenir l'excitation sans s'effondrer. Ils partageaient des secrets sombres, quels muscles renforcer, comment respirer au bord de l'évanouissement, quelles substances consommer sans mourir. Certains développaient des routines inspirées de la mythologie. Ils imitaient des transformations de dieux, d'animaux sauvages ou de créatures hybrides. Certains spintriae atteignaient une célébrité comparable à celle des athlètes olympiques. Marcus le Flexible,
pouvaient se disloquer volontairement pour atteindre des angles impossibles. Libia la résistante réalisa une séance de 12 heures sans pause. Gass l'innovateur inventa 17 nouvelles positions qui devinrent la norme. C'étaient des célébrités, mais des célébrités brisées de l'intérieur. Leur corps, déformé par des années d'entraînement, cédait avant l'âge de 30 ans. Arthrite sévère, lésions irréversibles des ligaments, douleurs chroniques. Leur esprit, encore pire. Beaucoup développaient des compulsions, incapables de cesser d'agir même lorsqu'ils étaient seuls. D'autres ne pouvaient avoir d'intimité s'ils n'étaient pas observés. Certains avaient besoin de douleur pour ressentir quelque chose, et après leur retraite, ils étaient abandonnés. Il n'y avait pas de retraite pour les outils humains cassés. L'industrie qui les entourait était immense. Il existait des guildes, des polices d'assurance, des contrats légaux qui spécifiaient chaque mouvement autorisé lors de la démonstration. Les équipements qu'ils utilisaient étaient dignes d'une ingénierie théâtrale. Meubles conçus pour des positions spécifiques, systèmes de restriction avec calibrage millimétrique, miroirs placés avec précision pour maximiser la visibilité. Lors de certaines sessions, le sol était marqué de motifs pour guider la chorégraphie. Et comme dans tant d'autres sphères romaines, les enfants aussi étaient exposés. Des parents emmenaient leurs enfants, garçons et filles, voir les démonstrations, convaincus que c'était la meilleure forme d'éducation. Les spintriae avaient des routines spéciales pour les jeunes publics, avec moins de violence, mais tout aussi explicites. On croyait que la connaissance précoce formait des adultes efficaces. Mais ce qu'ils formaient, en réalité, c'étaient des générations entières incapables de séparer l'intimité de la performance. L'impact fut culturel et structurel. Les techniques des spintria devinrent une exigence sociale. Leur façon d'agir définissait le standard du comportement intime. Il ne s'agissait plus de connexion ou d'affection. Il s'agissait d'exécuter, de plaire, de gagner. L'acte intime cessa d'être humain et devint un art technique, une performance qui devait respecter des normes strictes. Aujourd'hui, quand nous parlons d'éducation sexuelle, nous le faisons dans le respect de la vie privée, le respect, la liberté de choix. Mais à Rome, l'éducation sexuelle était une démonstration publique de soumission, une chorégraphie violente déguisée en leçon. Et au centre de cette scène, des corps brisés continuaient de bouger, parce que c'était leur unique fonction. Lorsque nous disons que Rome fut une civilisation bâtie sur la conquête, nous pensons à ses armées, ses territoires, ses triomphes militaires. Mais ce qui a le plus profondément défini Rome n'était pas son pouvoir externe. C'était le contrôle intime qu'elle exerçait sur ses propres citoyens. Elle a légiféré non seulement la guerre, mais aussi la chambre à coucher. Et elle a transformé le corps humain en instrument d'obéissance, de châtiment et de spectacle. Des lois qui pénalisaient certaines postures aux exécutions pour plaisir féminin, des compétitions qui détruisaient les corps aux manuels humains d'éducation intime, tout à Rome était conçu pour une seule chose, maintenir l'ordre par la peur. Le dortoir devint un tribunal, le soupir, une preuve, le plaisir, une trahison, et la soumission, un crime. Ce système a fonctionné pendant des siècles, non pas parce qu'il était juste, mais parce qu'il était brillant dans sa cruauté. Il n'avait pas besoin de garde dans chaque maison. Il suffisait que chaque citoyen croie qu'il était observé, que chaque femme pense que son désir pouvait détruire sa famille, que chaque enfant apprenne que son corps ne lui appartenait pas. La peur était plus efficace que n'importe quelle légion. Mais cette même peur a détruit Rome de l'intérieur. Les empereurs, piégés dans leur propre pouvoir, ont cessé de voir les autres comme des humains. Les sénateurs, paralysés par la peur d'être dénoncés, ont cessé de gouverner. Les femmes, entraînées à ne pas ressentir, n'ont pas pu élever des enfants sains. Les hommes, obsédés par la domination, n'ont pas su aimer. Le système qui semblait si parfait s'est effondré de l'intérieur, pourri par la terreur qu'il avait lui-même semée. Et pourtant, bien que Rome soit tombée, son ombre demeure parmi nous. Chaque fois qu'une femme est blâmée pour avoir joui, chaque fois qu'un politique décide de ce qui se passe dans la chambre à coucher d'autrui, chaque fois que les enfants voient le corps comme un instrument avant de le voir comme une expérience émotionnelle, chaque fois que nous confondons performance et connexion, chaque fois que nous traitons l'intimité comme une compétition,
Rome revit. Nous n'avons pas complètement dépassé son héritage. Nous l'avons seulement déguisé. Les chambres funéraires ont été remplacées par des silences hérités. Les statues phalliques ont cédé la place à des images plus subtiles, mais tout aussi omniprésentes. Le trauma générationnel, la peur du désir, la honte du corps, tout cela est un héritage romain. Nous continuons à porter ces cicatrices, mais il y a une différence. Aujourd'hui, nous pouvons choisir. Nous pouvons décider que l'intimité n'est pas du ressort de l'État. Nous pouvons enseigner à nos enfants que leur corps leur appartienne. Nous pouvons aimer sans peur, nous connecter sans honte, ressentir sans demander pardon. Nous pouvons briser la chaîne de siècles de contrôle et commencer à guérir. Car si Rome nous a appris comment nous détruire, elle nous offre aussi un avertissement. Toute civilisation qui transforme l'intimité en arme finit par consumer sa propre âme. Il ne suffit pas de conquérir le monde si l'on ne peut habiter son propre corps en paix. Il ne suffit pas de construire des empires si le prix est d'enterrer vivantes celles qui ont osé ressentir. Le monde moderne n'est pas aussi éloigné de Rome que nous le pensons. Mais l'histoire est là, non pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, pour que nous écoutions les échos du passé, non comme un musée, mais comme un miroir. L'Empire est tombé, mais vous êtes ici, avec la liberté de décider, avec le pouvoir de ressentir, avec le droit de protéger votre corps, votre désir, votre vérité, que ce soit votre victoire